Le 13 novembre 2015, il se pose la question à la fois de l'horreur, de gérer l'horreur, mais aussi de s'occuper des victimes extrêmement nombreuses et s'en occuper, ça n'est pas seulement durant le temps de la crise immédiate, de la crise chaude, c'est-à-dire sur le théâtre de la commission des actes, ce n'est pas seulement les prendre en charge médicalement, les identifier, les emmener dans les hôpitaux, mais c'est aussi appeler leurs proches, gérer pour les proches, par exemple, la récupération des corps de leurs proches décédés à l'IML de Paris. C'est les questions d'identification avec certitude, puisqu'il y a eu des problèmes d'identification, clairement. C'est le suivi des victimes dans la durée, c'est leur faciliter la vie de leur famille, mais aussi faciliter le travail des administrations qui vont ensuite procéder, par exemple, la Caisse nationale d'assurance maladie, mais aussi le Fonds de garantie des victimes du terrorisme, qui n'est pas une administration, mais qui est en mission de service public. Faciliter le travail de l'ONAC-VG, par exemple, qui va prendre en charge les pupilles de la nation, c'est-à-dire les enfants orphelins des victimes reconnues comme victimes civiles, mais d'actes de guerre, car la France étant frappée en tant que nation par le terrorisme, on considère que les victimes civiles des actes de terrorisme sont comme un petit peu des militaires, mais en fait ce sont des civils victimes d'actes de guerre. Donc il y a énormément de conséquences juridiques, techniques, et il faut bien entendu aussi l'accompagnement psychique, du psychotrauma fondamental, donc la prise en charge par des médecins spécialisés. Tout ça devait être amélioré, ça n'existait pas, pour ainsi dire, avant 2015. Le FGTI existait depuis 1986, un certain nombre de choses existaient, mais c'était beaucoup plus disparate et beaucoup moins bien mené. Alors on s'est rendu compte, par exemple, au moment des attentats de novembre 2015, qu'il y avait eu des problèmes d'identification des victimes et qu'il y avait eu des doublons. Il y avait aussi des familles alertées sur la mort d'un proche alors que ce n'était pas leur proche. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2018 sont créés Sinus et Civic, qui sont deux dispositifs informatiques numériques. L'un, Sinus, qui est géré par le ministère de l'Intérieur et les forces de secours, notamment le système des sapeurs-pompiers, enfin des pompiers, et puis Civic, qui est géré par les hôpitaux, et singulièrement à Paris par la PHP, et qui vont déjà, ce sont deux systèmes d'aide à l'identification des victimes qui vont limiter les erreurs, les doublons, les mauvaises alertes, les fausses alertes, etc. Et là vient d'être publié un décret portant la création de CIVAC, qui est le système interministériel d'information des victimes d'actes de terrorisme et de catastrophes. Et CIVAC est l'étape suivante, après la création de Sinus et Civic, c'est l'étape suivante d'amélioration des systèmes de partage d'informations entre eux. Il y a jusqu'à 11 administrations différentes et au moins 7 ministères qui peuvent être concernés par la gestion de ces soit attentats de masse, soit catastrophes naturelles, en tout cas des événements extrêmement graves et impliquant de très nombreuses victimes. Vous parliez du fonds d'indemnisation. Certains attendent encore d'être indemnisés 6 ans plus tard. Alors, le fonds d'indemnisation des victimes, donc, je le rappelle, des représentants des associations siègent à son conseil d'administration. Et pour lui rendre justice, bien sûr, il est améliorable dans son fonctionnement et il doit être amélioré. Et d'ailleurs, j'ai lancé, moi, un processus de concertation qui ne va pas concerner que le FGTI, qui concerne l'ensemble des processus dédiés aux victimes, notamment d'actes de terrorisme. Mais et il y a un des groupes de travail qui est consacré uniquement au FGTI et qui a déjà commencé ses travaux avant l'été, et il y a déjà des choses qui ont émergé. Par exemple, il y a eu des remises en question de l'objectivité des experts médicaux chargés des expertises, des évaluations des dommages
corporels. Alors dans les dommages corporels, on inclut les dommages somatiques sur le corps et les dommages psychiques, hein, les conséquences psychologiques des attentats. Et donc ces experts désormais sont pris sur les listes des experts près des tribunaux et ne sont plus des experts, comment dirais-je, du FGTI, missionnés par le FGTI. Donc déjà, il y a une prise de distance, quelque chose de l'ordre de l'assurance pour les victimes qu'ils auront affaire à un expert qui n'est pas uniquement un expert du FGTI. Il faut savoir que la démarche d'évaluation des préjudices corporels est une démarche d'évaluation individualisée. Il n'y a pas de barème, hein. Alors il y a des barèmes, il y a des, je dirais, des enveloppes destinées à d'autres choses, comme certains préjudices, les préjudices des parents, par exemple, quand ils ont perdu un enfant. Là, il y a des choses plus simples et plus rapides. En revanche, le fait que des victimes attendent longtemps leur indemnisation vient aussi du fait que c'est une appréciation extrêmement individualisée. Donc la victime, et je sais que pour elle c'est souvent violent à vivre, enfin, c'est quelque chose de très dur parce que ça crée des reviviscences, des réminiscences. Elles doivent expliquer à l'expert ou aux experts, quand il y a un expert somatique et un expert sur le psychique, elles doivent expliquer en quoi elles ont été choquées, en quoi ça a des conséquences sur leur vie quotidienne. Et ça peut être des sons, par exemple, elles entendent certains sons qui vont les terrifier, mais ça peut être des images, ça peut être des lumières, ça peut être pour un enfant, je pense aux enfants de Nice, le fait qu'on fasse un exercice anti-intrusion dans son collège avec des alarmes qui résonnent, pour lui ça va être terrifiant, ça va le ramener en arrière, etc., etc. Mais ça peut être aussi le retour à l'emploi, qui peut être très difficile, ça peut être la vie de couple, la vie familiale, il y a tout un tas de choses, il y a des victimes qui se trouvent dans des états, parfois certaines victimes n'ont pas du tout été touchées physiquement, mais elles peuvent être paradoxalement dans des états bien plus graves que des victimes qui ont été atteintes extrêmement gravement, voire amputées, etc., mais qui vont avoir un meilleur parcours de résilience, de réhabilitation psychique. C'est très varié et c'est pour ça, évidemment, que ça prend du temps. D'abord parce qu'il faut que les victimes rentrent dans le processus d'indemnisation et parfois elles sont tellement mal qu'elles ne vont même pas faire la démarche auprès du FGTI et il faut après qu'elles se posent la question de savoir si elles prennent un avocat, un conseil pour les accompagner dans la démarche. Est-ce qu'elles vont d'abord aller voir des psys qui vont leur permettre d'aller mieux pour entreprendre les démarches. Donc tout ça peut prendre beaucoup de temps. Il y a bien sûr aussi des lenteurs qui sont parfois du fait du FGTI, mais pas toujours. Et dans ce cas-là, il est impératif que le FGTI s'améliore et puis accélère le rythme. Dans les attentes formulées par les victimes, c'est de ça qu'ils parlent le plus souvent ou quels sont les points récurrents? Non, absolument pas. C'est très variable. Alors vraiment, ça dépend de l'expérience de chaque victime. J'ai rencontré récemment, par exemple, l'association Life for Paris, qui est constituée essentiellement qui a été constituée par des victimes. Et l'une d'entre elles m'a dit, en ce qui me concerne, avec le FGTI, ça s'est très bien passé. En revanche, certaines, à l'époque, ont décrit un accueil à l'Institut médico-légal de Paris, pas du tout adapté à la situation, des horaires d'ouverture et de fermeture qui ne permettaient pas aux familles en deuil d'aller identifier les corps de leurs proches dans des conditions correctes, il n'y avait pas d'accueil adapté. Aujourd'hui, l'IML a fait un énorme travail de prise en compte de ces questions et un énorme travail sur lui-même et notamment s'est doté d'une psychologue spécialisée dans l'accueil des familles. J'ai pu le constater quand nous avons eu hélas l'attentat sur les familles de Kouré, les 6 jeunes tués au Niger. Et là, on a vu que l'IML, mais aussi la police, les enquêteurs, la police scientifique, avaient beaucoup progressé dans leur méthode par rapport à 2015 et avaient pris en compte ce qui s'était passé à l'époque. Il y a d'autres victimes qui vont évoquer des difficultés avec leurs employeurs, par exemple. C'est pour ça que ma prédécesseur, Elisabeth Pelcé, avait passé un accord
avec Pôle emploi, hein, une convention avec Pôle emploi, mais on se rend compte aujourd'hui que ça ne suffit pas. Il faut qu'on travaille avec des personnes spécialisées, et c'est pourquoi aussi a été créé en 2019 le Centre national de ressources et de résilience, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait des psychiatres et des psychologues spécialisés dans les psychotraumatismes, car ce n'est pas, je veux dire, un psychologue d'entreprise, par exemple, ou un médecin du travail, ne va pas être forcément à même de traiter le retour à l'emploi d'une victime d'attentat, parce qu'il va y avoir, encore une fois, il y a des bruits, des sons, des moments où ça va très mal se passer. La personne ne va même pas avoir le courage d'aller prendre par exemple les transports en commun parce qu'elle aura trop peur pour aller au travail, et ça doit être pris en compte. Et pour sortir de cette situation de blocage, il faut une écoute adaptée et donc des médecins spécialisés. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de psychiatres en France qui étaient familiers de ces sujets. Donc le CN2R a été créé, et en parallèle, depuis 2018, il y a eu un appel à projet international qui a été lancé par notamment le ministère de la Santé. C'est pour ça que ma délégation est interministérielle. Et cet appel à projet a abouti à la création, dans un premier temps, de 10 centres régionaux du psychotrauma, qui sont positionnés en général auprès de gros hôpitaux. Aujourd'hui, on en a 15. Hein, alors c'est work in progress, hein, ça ne veut pas dire que tout est en place, ça veut dire que ça se met en place, mais en tout cas, il y a une généralisation de la prise de conscience dans le monde médical, des spécialisations, des connaissances à mettre en œuvre pour aider les victimes de psychotraumas graves.